Les vraies voix, Frédéric Brindel. 18h30 avec Philippe Bilger, Céline Revel-Dumas et Isabelle Marchandier, les trois vraies voix de ce soir. Nous sommes prêts. Je vous rappelle qu'il y a pour les intervenants auditeurs de Sud Radio à l'antenne une montre Kelton à gagner. Vous avez votre rendez-vous tout à l'heure à 19h spécialement pour cela. Le deuxième débat de ce soir, les dirigeants, les candidats du PS ont-ils raison de ne pas s'engager dans la NUPES pour les législatives? Quel talent. Gilbert Bécaud. C'est marrant parce que Thierry Leluron avait fait une parodie. Justement, je pensais à Thierry. Oui. Thierry Leluron qui avait fait une parodie de François Mitterrand avec sa rose et il disait l'emmerdant. Voilà. C'est extraordinaire. Je préfère la version d'ailleurs, la deuxième. Oh oui, mais bon, Gilbert Bécaud restera un très très grand. Mais il y en a d'autres de Gilbert Bécaud qui me semblent effectivement un peu plus jolis. Alors Jean-Luc Mélenchon a déclaré: ceux qui présentent les candidats contre l'Union populaire sont des candidats macronistes, car ils ne servent que Macron. La nouvelle Union populaire écologique et sociale, la NUPES, est donc le point de ralliement, sauf que ça pose souci. Olivier Faure, certes, le premier secrétaire du PS, est allé dans le sens de Jean-Luc Mélenchon, mais soutient par exemple dans la 15e circonscription de Paris une candidate dissidente estampillée PS. Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre, lui a dit niet et a quitté le Parti socialiste. Carole Delga, la star, la présidente de l'Occitanie, mène la fronde locale. Enfin, Stéphane Le Foll, le maire de Le Mans, là-bas dans la Sarthe, est à l'origine d'une espèce de dissidence. Alors, on va en parler avec nos vraies voix, mais nous recevons Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes et surtout ancien député PS. Bonsoir Alexis Bachelet. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous comprenez la réaction de certains du PS qui disent non, pas question? Disons que je la comprends sans vraiment la comprendre. Je pense qu'ils ne sont pas sur les élections législatives, je pense qu'ils sont sur d'autres échéances. Parce que les gens que vous avez cités, en fait, c'est un agrégat de gens extrêmement différents. La seule candidate qui n'est pas dans l'accord NUPS et soutenue par Olivier Faure, je crois que c'est la candidate de Paris. Il doit y en avoir une en France sur 577 circonscriptions. Oui, Lamia Après, vous parlez de Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve a rendu sa carte du PS. Oui, c'est ce que je disais. Est-ce que quelqu'un qui a rendu sa carte du PS représente encore le PS? Moi, non, personnellement, je ne crois pas. Non, mais comme il l'incarnait et qu'il l'a quitté, d'où le fait de cette problématique. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est que, et puis après, vous avez d'autres personnalités qui ont joué un rôle dans le passé et peut-être qui espèrent jouer un rôle dans l'avenir, comme Stéphane Le Foll ou Carole Delga, qui en fait sont les nouveaux frondeurs. Vous voyez, c'est des gens. Moi, je les avais face à moi quand j'étais pas d'accord avec certaines mesures du quinquennat de François Hollande, et ils me disaient: attention Alexis, tu ne files pas le droit, tu n'as pas le droit de ne pas respecter la ligne du parti. Et puis maintenant, ces gens-là, c'est eux qui s'affranchissent de la ligne du parti, donc vous me permettrez d'avoir un petit peu d'ironie mordante et de trouver que c'est quand même assez drôle, 5 ans après, d'être à front renversé avec des gens comme Bernard Cazeneuve, Stéphane Le Foll ou Carole Delga, qui étaient les plus fidèles grognards du hollandisme, qui nous disaient à nous, qui n'étions pas toujours d'accord, vous êtes des frondeurs. Et maintenant, 5 ans après, c'est eux les frondeurs. Donc c'est un petit peu amusant, quoi. Voilà, c'est la ruse de l'histoire. On a tout de suite compris la tendance. Alors, on vous a, et on en profite, et on vous en remercie, Alexis Bachelet. Chacun de nos vraies voix va échanger avec vous. Philippe Bilger, une question, parce que, en tout cas, l'avantage, c'est qu'Alexis Bachelet a tout de suite été clair. Alexis Bachelet, d'abord c'est un plaisir de vous entendre à nouveau. Est-ce que je vous trouve un petit peu sévère avec Bernard Cazeneuve et Le Foll, dans la mesure où leur attitude d'aujourd'hui est très cohérente par rapport à l'ensemble de leur position. Mais je voudrais vous poser une question très simple. À votre avis, est-ce que ces dissidents sont animés par une opposition avec le programme, on dit NUPES ou NUPES? Alors moi j'ai vu NUPES et comme c'est un acronyme, je dis NUPES, quoi. NUPES. Parce que pour PSG, je dis pas PSG. Voilà. Ou bien est-ce qu'à votre avis, il y a aussi des problèmes de choix de circonscription, des problèmes plus pragmatiques? Qu'en pensez-vous, Alexis?
Moi, je pense qu'il y a l'habillage et la réalité. L'habillage, c'est forcément de dire qu'on a des convictions qui nous empêchent d'aller dans le sens d'un accord tel que celui qui a été signé et qui est relativement inédit entre des formations de gauche. D'habitude, c'est plutôt à l'avantage du PS. C'est vrai, il faut reconnaître, sur les 20 dernières années, c'est plutôt les autres partenaires qui devaient laisser des circonscriptions. Là, le rapport de force a changé, donc ça peut effectivement heurter certains. Mais après, quand vous regardez dans le détail, vous remarquez quoi? Vous remarquez qu'en Occitanie, et en particulier dans l'Hérault, il n'y a aucune circonscription pour le PS. Et que ça, effectivement, c'est mal vécu par les barons locaux qui sont le maire de Montpellier et Carole Delga, qui se considère aujourd'hui comme un petit peu la descendante de Georges Frêche et qui voudrait instaurer une sorte de nouvelle baronnie en Occitanie où elle prendrait la place tutélaire de l'ancien patriarche. Et donc, en réalité, effectivement, ce qui ne leur convient pas, c'est que le PS est affaibli dans cet accord et que pour eux, localement, ça les défrise. Après, mais vous comprenez qu'il y ait des différences quand même, Alexis Bachelet, de point de vue, parce qu'il faut pouvoir être d'accord avec le programme de Jean-Luc Mélenchon. Mais est-ce que vous pensez que tous les gens, qu'Olivier Faure, il est en accord avec 100% de ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon dans la campagne présidentielle? Non. Il y a eu des divergences et certaines divergences d'ailleurs ont été aplanies dans le cadre de l'accord puisque sur les questions internationales, l'Ukraine ou sur l'Union européenne, il y a des formulations qui ne sont pas exactement celles qui étaient utilisées par Jean-Luc Mélenchon et c'est normal puisque c'est un accord qui rassemble des gens qui n'étaient pas sur les mêmes candidats à l'élection présidentielle. Donc forcément, il y a une part de compromis. Après, vous savez, c'est toujours l'histoire de la politique. Il y a des gens qui disent « Ah non, mais le compromis, c'est nécessairement la compromission, donc ça sera sans nous. » Et c'est ce que disent un peu Le Foll, Delga et d'autres. Et puis, il y a des gens qui disent « De toute façon, c'était quoi l'alternative ?» Parce que en réalité, c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qui était possible de la part d'Olivier Faure en particulier et des dirigeants du PS. Quand on est à 1, quelque chose au présidentiel, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi, en fait. Oui, c'est ça. En fait, voilà, si on connaît un tout petit peu l'histoire des élections présidentielles et législatives, on sait que quand on a fait 1,7% à la législative, on est condamné à n'avoir quasiment aucun député et à faire un score famélique aux élections législatives si on part tout seul. Donc, s'ils étaient partis tout seuls, ils avaient juste à choisir la couleur de la corde qui se passait eux-mêmes au cou. C'était juste ça l'histoire. Bon. Alors, Alexis Bachelet, j'aimerais que... On peut leur reprocher d'avoir voulu troquer certaines de leurs convictions contre des sièges. C'est toujours un reproche qu'on peut faire. Bon, mais objectivement, je reviens vers vous. N'était pas glorieuse. Je reviens vers vous, mais Isabelle Marchandier, je sens le scud arriver là, quelque part. Je le sens comme ça. Non mais oui, on est passé du touche pas à mon pote à touche pas à mon poste. C'est vraiment un accord électoraliste et Carole Delga s'est opposée à ça et elle incarne quand même une partie la gauche. Manuel Valls parlait des deux gauches irréconciliables. On a effectivement deux gauches irréconciliables incarnées par Carole Delga. Il semble l'avoir réconcilié récemment quand même. Oui, mais Carole Delga, je pense que la gauche social-démocrate telle qu'elle est portée par Carole Delga, qui est une femme forte, qui a osé quand même diffuser les caricatures au moment de rendre hommage à Samuel Paty. Elle a inauguré une exposition à Cabu. C'est la gauche Charlie, qui s'affirme et elle se reconnaît pas dans l'accord NUPES, là, comme ça rime avec herpès, où il y a des divisions flagrantes entre des gens qui sont pour le nucléaire, comme Fabien Roussel, et des gens qui sont anti-nucléaires, et c'est vraiment une coalition de façade. Irréconciliable, Alexis Bachelet. On entendait tout à l'heure, quand vous avez parlé de votre propre expérience, vous aviez déjà des dissensions. Alors, moi, je me mets dans la position de tout le monde. On se dit, tiens, si je pense comme ça, je fais comme Valls et je vais vers Macron, et si je pense comme ça, je fais comme Olivier Faure et je vais vers Mélenchon. Et puis au bout du compte, le PS est fini. C'est ça ? Non, mais aujourd'hui, il y a une situation politique qui est escalée. Il y a trois blocs. Il y a un bloc
on va dire, qui incarnent la Macronie, les gens qui ont rejoint Emmanuel Macron, la droite et la gauche, le centre droit et le centre gauche. Bon, ça existe, c'est une réalité politique. Le président de la République appelle à une majorité présidentielle. Est-ce qu'il l'aura? Peut-être, nous n'en savons rien, c'est les électeurs qui décideront. Et puis après, il reste sur les deux côtés un bloc de droite, plutôt d'extrême droite, de droite nationale, et puis toute la gauche qui n'est pas dans la Macronie. Voilà, c'est assez clair. Après, moi j'aime bien les gens qui parlent de gauche irréconciliable. Enfin, les gens en général qui parlent de gauche irréconciliable, c'est parce qu'ils aiment la gauche quand elle est dans l'opposition, quand elle est divisée, quand elle est affaiblie. Bon, cela aussi, on peut aussi parler d'une droite irréconciliable. En fait, tout le monde est irréconciliable. C'est la cacophonie en ce moment. Le fond de ma pensée, c'est que les gens qui sont authentiquement de gauche n'utilisent jamais cette expression. Voilà. Parce qu'ils connaissent l'histoire de la gauche, ils savent qu'il y a toujours eu une pluralité. À l'époque, je ne vais pas remonter au congrès de Tours, mais enfin bon, il y a des histoires comme ça entre le Parti communiste et la SFIO, et puis entre le Parti communiste de François Mitterrand et celui de Georges Marchais, il y avait des différences énormes. Bon. Le PCF de Georges Marchais, il était aligné sur Moscou. Et à l'époque, on n'a jamais dit c'est irréconciliable. Ils ont fait un accord, un programme commun, et ils ont même gagné les élections présidentielles. Donc les gens qui aujourd'hui m'expliquent qu'il y a plus de différence entre Mélenchon et Faure qu'entre Georges Marchais et Mitterrand, eh ben, je leur dis bonne chance, mais c'est pas convaincant. Alors vous savez quoi, Alexis Bachelet, Isabelle Marchandier va vous répondre, Céline Revel-Dumas va prendre la parole, moi je vais vous poser la question, est-ce que le PS va mourir? Et puis Philippe Bilger va trancher, mais ça c'est dans une petite minute. Les vraies voix avec la montre Kelton qui peut vous revenir en cadeau tout à l'heure, 0826 300 300, vous n'hésitez pas, à partir de 19h, les auditeurs de Sud Radio deviennent les vraies voix qui sont pour l'instant Philippe Bilger, Céline Revel-Dumas, Isabelle Marchandier. Le grand débat de 18h30, les dirigeants, les candidats du PS ont-ils raison de ne pas s'engager dans la NUPES pour les législatives? Pour l'instant, les auditeurs de Sud Radio sur la consultation organisée sur notre compte Twitter, vous dites oui, ils ont raison de ne pas s'engager à 65%. De quoi faire réagir Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes et ancien député PS, qui est notre grand témoin qui va certainement être questionné. Isabelle Marchandier a posé sa question, c'est au tour de Céline Revel-Dumas. Je n'ai pas posé la question. Non, ben c'est pas grave, mais Céline Revel-Dumas va poser la sienne en tout cas. Ouais. Bon, merci beaucoup. Moi, j'ai une question qui est très spécifique, Alexis Bachelet. J'aimerais savoir ce qui se passe là. À votre avis, qu'est-ce qui devrait se passer dans le 20e arrondissement de Paris, dans la 15e circonscription, dit-on autrement, dans le domaine politique, parce que Lamia El Harraj, qui est là depuis très longtemps, devrait être reconduite. Et pourtant, en face, on a Daniel Simonet qui semble vouloir s'imposer, alors que précisément, l'accord électoral de la NUPES prévoit la reconduction de tous les sortants. Et Olivier Faure, a priori, soutiendrait... Oui, soutient en plus Lamia El Harraj. Donc, quelle est votre position sur ce sujet? Alexis Bachelet. De toute façon, d'abord, je crois qu'il y a quelques autres exemples de sortants qui n'ont pas forcément été reconduits. L'histoire électorale de cette circonscription, moi, je l'ai suivie depuis le début. Donc, si vous avez suivi, Lamia El Harraj, elle a été élue un an avant la fin de la législature suite au changement de poste et à la démission de Georges-Paul Angevin. Et ensuite, son élection a été annulée au bout de 6 mois à cause d'un problème qui est d'ailleurs indépendant de sa volonté. Donc en fait, elle a été élue pendant 6 mois, exactement. Les 6 derniers mois, le siège était vacant, puisque quand on est à moins d'1 an d'une élection législative, on ne peut pas pourvoir un siège. Et elle a battu au 2e tour Daniel Simonet de très très peu, après la démission de Georges-Paul Angevin. Donc, si vous voulez, ce qui va se passer, je vais vous expliquer. Ça va être très simple. Et très vite, hein, bien sûr. Et très vite. Bah non, mais on pose la question, donc je vais aller très, très directement au but. Je pense qu'effectivement, Lamia El Harraj aurait pu être dans l'accord, mais comme Daniel Simonet est également implanté dans le 20e arrondissement depuis fort longtemps, eh bien, il n'y a pas eu d'accord entre le PS et sur ce point. Donc, il y aura ce qu'on appelle une sorte de primaire au premier tour entre ces deux candidates qui ont chacune une légitimité. Et c'est les électeurs qui trancheront. Bon, alors voilà, ça pour le coup, c'est une réponse très claire. On lance la petite question provocatrice, Philippe Bilger. Est-ce que le PS est en train de mourir? Le PS était quasiment mort, et je pense qu'il n'avait pas le choix, Olivier Faure. On l'a dit d'ailleurs dans la première intervention d'Alexis Bachelet, c'était tenter cet accord, l'accepter de la part de Mélenchon, qui était pourtant en position de force
force ou bien disparaître. Objectivement, ceux qui critiquent Olivier Faure et sa stratégie n'étaient pas aux commandes d'un parti qui était en voie de disparaître. Quasiment par un oui ou par un non, je sais que c'est frustrant, mais avec un petit complément éventuellement. Mais Isabelle Marchandier, il est mort, le PS ? Non, j'espère pas en fait. Mais ce qui me choque, c'est que l'accord ait été fait sur la base de la radicalité de la gauche révolutionnaire, néo-léniniste et hyper-étatiste qui est incarnée par Jean-Luc Mélenchon. Même question pour Céline Revel-Dumas. Oui, moi je pense que quand même, là, il est presque mort. C'est un peu comme le Parti radical, c'est-à-dire qu'il va probablement vivoter comme ça pendant des années, en gardant peut-être une ligne idéologique qui peut être influente, parce que le PS, c'est pas seulement un parti, c'est aussi beaucoup de personnes qui sont impliquées dans la politique depuis longtemps, donc eux ne vont pas sortir de la politique, donc les idées vont muer, mais le PS, la coquille PS probablement est en train de se désagréger, oui. Alexis Bachelet, mais à la conclusion c'est pour vous, au quoi ça meurt, on change de nom, on rebaptise, on s'associe, on fait quoi ? Dans sa forme actuelle, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que le Parti socialiste, en tout cas celui qui a été créé par François Mitterrand au congrès d'Épinay, il a déjà pratiquement été à moitié enterré en 2017. Et là, j'ai envie de dire, c'est la fin de l'histoire. Voilà. À 1,7, si vous voulez, quand vous êtes derrière Jean Lassalle et à peine devant Philippe Poutou, il faut quand même se poser des bonnes questions, quoi. Oui. Mais ce que je note, c'est que les gens qui sont aujourd'hui un peu dissidents, à savoir, on a cité Le Foll, Delga, Cazeneuve et même François Hollande, qu'on peut rajouter dans cette longue liste. C'est les gens qui ont tout fait pour que le PS n'évolue pas. Moi, quand j'étais un responsable du PS, je me suis battu dans des congrès avec tous ces gens-là, qui étaient toujours sur la ligne la plus néo-conservatrice, quoi. Il fallait jamais rien changer, ça allait toujours finir par s'arranger. Bon. Et puis, on arrive au moment où c'est la fin de l'histoire. Et c'est marrant, c'est que les gens qui ont contribué à enterrer le PS aussi, soient ceux qui maintenant refusent d'appliquer un accord qui, même s'ils ne sont pas d'accord avec, a été ratifié par le Parlement du parti, le Conseil national. Et donc, moi, je sais ce que m'aurait dit Stéphane Le Foll si j'avais été dissident. Et ça sera la conclusion. Ouais. Il m'aurait montré la direction de la sortie et il m'aurait fait virer. Ouais. Parce que Stéphane Le Foll et d'autres, ils fonctionnent un peu comme ça. Donc c'est assez drôle de les voir maintenant dans des logiques de dissidence. Le parler vrai d'Alexis Bachelet, que nous remercions, le maire adjoint à Colombes, ancien député PS, avec nos vraies voix donc sur cette question où vous avez tranché, en tout cas les auditeurs de Sud Radio.